Un jeune entrepreneur de San Francisco emprisonné en Chine pendant près d'un mois. Il dit qu'il ne savait pas où il était ni s'il s'en sortirait vivant. L'administration Biden prolonge d'1 an les sanctions de l'ancien président Trump contre Hong Kong. Et Pékin reproche aux États-Unis de faire erreur sur erreur. De fortes pluies balayent certaines régions de Chine. À Shanghai, le ciel s'est soudainement assombri et de fortes pluies ont commencé. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Ne partez pas, c'était la seule pensée d'un jeune entrepreneur lorsqu'il a finalement retrouvé sa famille aux États-Unis. Avant cela, il avait été kidnappé et enfermé dans une cellule de prison chinoise. Paul Greenay de NTD s'est entretenu avec l'entrepreneur pour en savoir plus sur son expérience de détention là-bas. Pendant un instant, l'Américain Stephen Scherer a été un jeune entrepreneur à succès, le cofondateur d'une entreprise à Pékin en Chine. L'instant suivant, il a été faussement et arbitrairement accusé de travail illégal par le Parti communiste chinois ou PCC. Après cela, il a été kidnappé, enfermé à l'arrière d'un véhicule de transport de prisonniers et emmené dans une prison clandestine à Pékin. À l'intérieur, il a enduré les méthodes de détention et de torture du régime pendant près d'un mois. Ceci avant que les autorités communistes chinoises ne finissent par l'expulser. Scherer est retourné aux États-Unis en 2016. Il est arrivé chez lui extrêmement mal nourri, malade et violemment privé de sommeil, mais il a déclaré qu'il se sentait chanceux d'être en vie. NTD a interviewé M. Scherer pour que le public puisse connaître son expérience. Pour commencer, avez-vous une idée de la raison pour laquelle vous avez été ciblé, vous, en particulier ? On peut faire beaucoup d'hypothèses différentes pour expliquer les raisons pour lesquelles j'ai été détenu et jeté dans une cellule de prison à Pékin. L'un des thèmes communs est de connaître ce que le PCC fait d'un étranger qui se trouve en Chine. Si vous connaissez la Chine, le concept de face est très important. Et ce type de correspondance est fortement encouragé par le PCC. Donc il y a un lourd niveau de déconnexion. Qu'est-ce que les Chinois sont capables de faire avec un étranger comme moi, qui devient influent, qui a un énorme réseau, qui est très suivi et qui réussit dans l'entreprise, dans le pays? Comment gérez-vous ce genre de voix et de personnes indépendantes qui pourraient ne pas être d'accord avec le récit chinois mis en avant par le PCC? Eh bien, vous devez faire disparaître ces personnes, et c'est ce que le PCC a probablement fait avec moi. Il m'a fait disparaître. Étiez-vous dissident? Faisiez-vous des choses que le PCC n'aimait pas? C'est difficile à dire. Avec des choses comme le système de crédit social, il y a une valeur chiffrée qui existe en parallèle de votre existence. Et ce n'est pas seulement vrai si vous êtes un ressortissant chinois, mais c'est aussi vrai si vous êtes un ressortissant étranger. J'ai donc publié des choses concernant le 4 juillet, lorsque je vivais et travaillais en Chine, pour célébrer le fait d'être américain et de soutenir l'armée américaine. Ainsi, même de petites choses comme cela peuvent être considérées comme un affront à la stabilité nationale de la Chine, où il y a un récit centré sur la Chine. Et d'autres pays comme les États-Unis sont censés être des systèmes sociétaux brisés et violents et tout ce genre de choses. Vous en ont-ils parlé lorsqu'ils vous ont arrêté? Vous ont-ils donné une raison spécifique? Après une journée entière dans un centre de détention, j'ai été formellement accusé de travail illégal. C'était l'accusation formelle. Mais ce qui était très étrange, c'est que lorsque j'étais détenu et que j'ai subi des heures d'interrogatoire, seule, la police chinoise faisait régulièrement référence à la quantité d'argent que je gagnais et regardait donc mes documents fiscaux. Et l'une des questions étranges que m'a posée la police chinoise, j'en parle dans le livre, une question qu'elle n'arrêtait pas de me poser était « Savez-vous combien d'argent vous gagnez dans le pays ?» Et j'ai répondu « Oui, je veux dire, j'ai mes documents fiscaux ici même, je fais tout de manière légale, je suis ici, je suis en règle, j'ai un permis d'étranger en situation régulière, un visa de travail légal. » Et ils m'ont dit « Savez-vous combien nous gagnons ?» Et j'ai dit « Non, vous savez, c'est que je ne comprends pas où est le lien entre ces deux choses. » Et ce que cette série de questions impliquait, encore et encore, était l'idée que vous, en tant qu'étranger, vous ne devriez pas gagner plus qu'un citoyen dans le pays. Et c'était la logique mise en avant dans l'interrogatoire pendant une bonne partie de la discussion. Ici, aux États-Unis, si vous êtes arrêté pour quoi que ce soit, il y a une procédure régulière. On vous laisse de l'espace, vous pouvez appeler un responsable, avertir un ami, etc. Quel genre d'option vous donne-t-il ? Lorsque je parlais à des gens en Europe occidentale ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, et que je leur racontais mon histoire, il n'y avait pas de point de référence. Les gens me demandaient souvent « Eh bien, pourquoi n'appelez-vous pas un avocat ?»
comme si c'était une option, sans comprendre que nous parlons d'un pays qui, selon Amnesty International ou Human Rights Watch, tue plus de ses propres citoyens chaque année que le reste du monde réuni. Nous parlons donc d'un pays où les pratiquants de Falun Gong, les chrétiens chinois, les Ouïghours musulmans, les dissidents politiques, les défenseurs des droits de l'homme sont régulièrement détenus, torturés et exécutés. Il n'y a donc pas de procédure régulière, pas d'appel téléphonique, pas de caution, pas de droit Miranda, pas d'organisation de défense des droits de l'homme. Rien en termes de procédure judiciaire pour vous aider à vous défendre une fois que vous êtes détenu. Il s'agit d'un enlèvement de nuit. On vous jette dans une cage, on vous transporte et on vous oblige à subir une litanie de tests médicaux étranges et bizarres contre votre volonté, avant de vous jeter dans un site sombre, une cellule de prison où vous enlevez tous vos biens. Et vous êtes en gros au point extrême de ce qui devient maintenant commun ici aux États-Unis et qu'on appelle la cancel culture. Mais au point où vous êtes enlevé, effacé par le gouvernement et vous n'existez plus. Vous dirigiez votre propre entreprise à Pékin à l'époque. Je crois que ça marchait assez bien pour vous. Voulez-vous nous expliquer de quelle manière les choses ont changé pour vous, ce changement d'environnement, de situation? Comment vous êtes-vous senti? Oui, donc je suis passé de... Vous savez, je vivais juste à l'extérieur d'une sorte de quartier cosmopolite très central à Pékin et voyez-vous, je vivais une bonne vie, une vie décente. J'avais mon entreprise, j'avais mes amis, j'avais mon réseau. C'était un accomplissement dont j'étais très fier. Et je suis passé de ça à ce qu'on me dise en gros d'aller dans une cage. Vous êtes enfermé dans une cage 24 heures sur 24. Vous n'avez pas une heure de soleil. Vous êtes enfermé là-dedans avec 17 autres détenus. Vous dormez sur des planches de bois gelées avec des couvertures tachées de sang. Vous partagez une seule toilette à la turque et puis vous mangez une sorte de boue jaune provenant d'une auge commune. Il y a un seau dans lequel cette sorte de boue est versée à travers les barres de métal. Un seau pour 17, et on s'assure que vous soyez contraint à manquer de sommeil ou à être lourdement mal nourri. J'étais régulièrement tiré de ma prison par les gardes afin de faire de la traduction pour d'autres détenus étrangers qui ne mangeaient plus. Et une fois de plus, ces conditions sont conçues pour vous tuer. Il y a des signes relatifs au suicide sur les murs. C'est incroyablement dangereux. Et vous voyez des gens qui disparaissent littéralement, ou qui perdent la tête, ou qui souffrent horriblement de différentes manières chaque jour. Les autorités chinoises ont imposé à Scherer une interdiction de voyager pendant 3 ans, l'empêchant de rentrer en Chine. Scherer dit qu'il n'a pas l'intention d'y retourner de sitôt. Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi 7 qu'il prolongerait les sanctions de l'ancien président Trump contre Hong Kong. Le décret de Trump de juillet dernier déclarait l'état d'urgence concernant la situation de Hong Kong. Il a également supprimé le statut spécial de la ville, ce qui signifie que les États-Unis traiteront Hong Kong de la même manière que n'importe quelle ville chinoise. Trump a signé le décret conformément à la loi sur les urgences nationales des États-Unis. Il a déclaré que les actions de Pékin sapent fondamentalement l'autonomie de Hong Kong et constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. Biden a copié mot pour mot les paroles de Trump et a déclaré « Pour cette raison, l'urgence nationale déclarée le 14 juillet 2020 doit rester en vigueur au-delà du 14 juillet 2021. » Sur la base de ce décret, les États-Unis ont sanctionné l'année dernière un certain nombre de fonctionnaires, notamment des fonctionnaires de Hong Kong chargés de l'application de la loi sur la sécurité nationale et des responsables de la police de Hong Kong. Le commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong a réagi jeudi 8 juillet en affirmant que les États-Unis n'ont montré aucun remords pour leurs actions et multiplient les erreurs. De fortes pluies se sont abattues sur le sud de la Chine et sur certaines parties du nord de la Chine. À Shanghai, le ciel s'est soudainement assombri jeudi 8 en début d'après-midi et de fortes pluies se sont abattues sur le centre financier. Un résident local a enregistré la rapidité avec laquelle les nuages se sont déplacés dans le ciel. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en a choqué plus d'un. Lorsque les résidents ont regardé par les fenêtres, ils ne pouvaient pas distinguer la plupart des objets à l'extérieur en raison de la pluie. Les conducteurs pouvaient à peine voir les voitures qui les précédaient. Mercredi 7, dans la ville de Shijiazhuang, dans le nord de la Chine, les autorités locales ont émis 5 avertissements en environ 2 heures. Il s'agit d'avertissements concernant le tonnerre, la foudre, les vents violents, la grêle et les orages. La pluie a atteint plus de 65 mm en quelques heures dans certaines parties de la ville. Le hashtag de l'événement s'est retrouvé sur la liste des sujets tendances du réseau social chinois Weibo. Le vent violent a déraciné de nombreux arbres et les tempêtes ont interrompu la circulation dans 5 tunnels et ponts. Des habitants ont publié des messages sur les réseaux sociaux affirmant qu'ils avaient subi une panne d'électricité et d'eau qui a duré jusque tard dans la nuit.
Un autre résident a déclaré qu'il n'avait pas vu ce genre de pluie depuis 20 ans. Selon les médias chinois, de fortes pluies ont arrosé plus de 13 provinces et régions de Chine à partir de jeudi. Elles ont duré approximativement jusqu'à vendredi matin. Jeudi dernier, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Il demande également aux législateurs de sanctionner les responsables de Hong Kong. La résolution est une réponse à la fermeture du journal pro-démocratique de Hong Kong, Apple Daily, et à ce que les législateurs appellent le démantèlement de la société libre à Hong Kong. La résolution a été adoptée par une grande majorité, mais elle ne sera pas obligatoire. Selon le South China Morning Post, la résolution demande instamment à l'Union européenne d'imposer des sanctions ciblées aux fonctionnaires de Hong Kong, notamment à la chef de l'exécutif Carrie Lam, entre autres. Elle demande également des sanctions ciblées à l'encontre des responsables chinois qui portent atteinte aux libertés de Hong Kong. Par exemple, la résolution nomme le directeur du bureau du PCC à Hong Kong et Macao et le chef du bureau de la sécurité nationale. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.